Chapitre 31. Le bois duquel on est fait. 1er juillet 2016 au 4 septembre 2016. L'été suivant allait marquer un passage important pour Harry. Non seulement il lui fallait préparer la rentrée de James à Poudlard, mais aussi penser à l'avenir de Teddy qui n'y retournerait pas. Le résultat de ces aspics n'arriverait pas avant la fin du mois de juillet, mais le jeune homme n'y attachait pas grande importance. Il avait peu d'ambition et il pensait que son niveau en enchâtement et métamorphose était suffisant pour ce qu'il comptait faire, travailler pour l'artisanat magique. Ron fut très clair. Ce n'est pas qu'on ne veut pas te prendre chez nous, mais il est bon de s'élargir l'esprit avant de se fixer quelque part. Va te former un peu ailleurs, et ensuite on verra si tu désires toujours travailler pour l'affaire familiale. Tu peux commencer en faisant le tour des commerçants, lui conseilla George. Si tu ne trouves pas, on te donnera l'adresse des fournisseurs et tu iras explorer les campagnes. Je n'ai pas le droit à des vacances, protesta Teddy. Je sors juste de mes révisions. N'attends pas trop. Tu n'es pas le seul à terminer Poudlard, le mit en garde Ron. En septembre, ce sera trop tard. Et puis, on ne te demande pas de travailler tout de suite. On te conseille simplement de trouver un patron au plus vite pour avoir un boulot à la rentrée. J'ai le droit à quelques jours quand même, insista Teddy. Il va falloir t'habituer à te passer de grandes vacances, lui fit remarquer sa grand-mère. Tu n'es plus un enfant maintenant. Ça pourra attendre la semaine prochaine, reconnut Georges. C'est vrai que c'est fatigant ces examens. Georges, tu ne peux pas savoir, tu n'as jamais passé tes aspics, rappela Ron. Toi non plus, rétorqua son frère. Alors tu pourrais croire le gamin sur parole. Ma pauvre Androméda, je ne suis pas certaine que vous ayez choisi les bons conseillers, soupira Molly, alors que Teddy s'efforçait d'avoir l'air épuisé. Comment ça s'offusqua Ron. On est la preuve qu'on peut très bien réussir sans avoir brillé par nos études. Il faut juste travailler dur après. C'est vrai, mon chéri. Vous pouvez très bien servir d'exemple, admit Molly avec fierté en contemplant ses deux fils. Malgré le retour des élèves de Poudlard, Fleur et Androméda passèrent quelques demi-journées au musée de la magie pour superviser l'ouverture de nouvelles salles. 2 ans auparavant, quelques mois après que Ginny eut changé de carrière, les deux entrepreneuses avaient embauché une femme d'une quarantaine d'années, dont le plus jeune enfant venait d'intégrer Poudlard. C'était une passionnée d'histoire qui leur avait donné de nombreuses idées pour se renouveler et faire revenir ceux qui étaient déjà venus. Elle avait notamment proposé d'utiliser la popularité des personnalités connues grâce aux cartes des sorciers célèbres pour présenter les événements historiques. Il avait fallu 18 mois pour mettre en scène 5 personnages et leur section venait tout juste d'ouvrir. Une autre tranche était prévue pour l'année suivante. C'est un succès énorme, raconta Fleur en revenant le premier soir. Comme nous l'espérions, les enfants adorent l'idée de voir leurs héros en statut de cire animée. Nous avons truffé les récits d'informations sur l'époque et ils apprennent plein de choses sans s'en rendre compte, avait-elle ajouté avec satisfaction. J'étais sûr que ça marcherait du tonnerre, les félicita Ginny, qui passait de temps en temps encourager ses anciennes associées. Il faut absolument que nous y allions aussi, s'écria Molly. J'ai hâte de mieux connaître le parcours de Mangouste Bonhomme. Et moi celui d'Artemisia Lufkin, renchérit Hermione. Mais pourquoi vous n'avez pas choisi de présenter Albéric Grugnon s'indigna Georges. Ce type a changé nos vies. La tienne peut-être, lui opposa Angelina. Mais nous, on se serait bien passé des bons babous qu'il a inventés. Moi, ma préférée est Circé, confia Fleur. Voilà une femme qui savait parler aux hommes. Qui d'autre avez-vous choisi déjà s'intéressa Harry. Hengist de Woodcroft et Gwendoline la Fantasque, le renseigna Androméda. Quand est-ce qu'on me présente demanda Ron. Moi aussi je suis un sorcier célèbre. Je vous conseille d'attendre un peu, répondit Ginny à la place des conservatrices. On ne sait jamais, il peut encore mal tourner et s'avérer être un mauvais exemple pour la jeunesse. Quelques jours plus tard, Ginny accompagna Harry sur le chemin de traverse pour qu'il s'achète de nouvelles robes. Une fois cette corvée expédiée, Ginny proposa. On va au magasin d'accessoires de Quidditch pour. Elle s'interrompit quand une blonde à la poitrine proéminente se jeta au cou de son mari. Harry s'écria l'inconnu d'un ton réjoui.
Euh, répondit brillamment Harry en tentant de se rappeler où il avait bien pu la croiser. Tu n'étais pas aussi réservé la dernière fois qu'on s'est vu, infirma l'inconnu d'un ton boudeur sans relâcher son étreinte. Excusez-moi, madame, commença-t-il en la repoussant doucement mais fermement. Mais je ne pense pas avoir l'honneur de vous connaître. Il préféra ne pas regarder du côté de Ginny et se demanda comment se dépêtrer au plus vite de cet enthousiaste inconnu. L'éclat de rire de sa femme le prit de court. Visiblement, son interlocutrice était tout aussi étonnée que lui et se tourna vers Ginny d'un air interrogateur. C'est bon, Teddy, gloussa celle-ci. Je t'ai reconnu. Ah, zut. Visuellement, c'était plutôt elle, fit un pas en arrière et parut se dégonfler quand son torse retrouva sa minceur habituelle. Puis ses cheveux se raccourcirent et reprirent la teinte bleu pâle que le filleul de Harry affectionnait depuis quelques années. Par contre, il omit d'annuler la métamorphose de ses vêtements qui restèrent nettement féminins. Comment as-tu deviné demanda Harry à son épouse, vexé d'avoir été pris de vitesse. J'ai reconnu ses chaussures, expliqua Ginny. Je les lui ai assouplies à plusieurs reprises. Teddy hocha la tête, impressionné, tandis que Harry s'étonnait. Une fille me saute au cou, et ton réflexe est de regarder ses pieds. J'ai bien vu qu'un obstacle t'empêchait d'en faire autant, le taquina Ginny, en montrant du menton le torse du jeune homme. Moi, je t'ai fait confiance et j'ai tout de suite songé à une transformation. Comme tu m'avais dit que le plus difficile était de penser aux petits détails comme les poignets ou les chevilles, j'ai regardé les extrémités et j'ai reconnu les bottes de notre métamorphomage préféré. T'es trop forte, Ginny, admira celui-ci, récoltant un sourire satisfait. Bravo, ma chérie, l'adouba à son tour Harry. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi continua-t-il en se tournant vers le jeune homme. Tu sais bien que je cherche un travail, rappela Teddy. Dans cette tenue s'étonna son parrain. Sans répondre, Teddy annula le sort et apparut en pantalon et t-shirt. Harry demanda. Alors, ça se passe comment? Bof. Soit c'est sans intérêt, soit il faudrait que j'aie de l'expérience ou avoir 5 E aux aspics et même des O. Tes stages chez Ron ne suffisent pas? S'étonna Ginny. Pour enchanter les tables ou les chaises, oui, mais pas pour faire des choses qui valent le coup comme les miroirs ou les balais. Tu n'auras pas tes 5 E? Demanda Harry. Teddy haussa les épaules et son parrain se dit qu'Andromeda allait être déçu quand arriverait la lettre de Poudlard. Ne sois pas trop difficile, conseilla-t-il. Même si ce n'est pas ce que tu souhaites au début, l'important est de faire tes preuves et d'acquérir quelques coups de main. Ensuite, tu pourras cibler ce que tu préfères. Ouais, ouais. Bon, on te laisse chercher, conclut Ginny. À ce soir, Teddy. À la fin du mois de juillet, 5 grands-ducs atterrirent à peu près en même temps au terrier. Celui qui apportait les notes des aspics de Teddy, celui qui avait le courrier indiquant les résultats des buses de Victoire, les deux donnant la liste des fournitures pour Dominique et Freddy, et enfin la lettre d'admission de James. Cela fit pas mal de plumes ébranlèrent dans la cuisine, un pot de lait renversé, les cris de peur de la petite Lucie, les piaillements ravis de sa sœur Molly, la grand-mère du même nom protestant contre le désordre, et Charlie qui avait pris une semaine de vacances chez ses parents, qui récupérait le bacon dans les assiettes pour nourrir les messagers qui avaient encore le chemin du retour à faire. James reçut les félicitations de toute la famille, ainsi que Victoire qui avait réussi 8 buses, 3 A, 4 E et 1 O, et qui avait, en outre, été nommée préfète de Serre d'Aigle. Par contre, une fois qu'Andromeda eut déchiffré la lettre de Teddy, elle le pria de la suivre dans la pièce d'à côté, le visage sévère. Les adultes échangèrent un regard désolé, mais cela ne calma pas les plus jeunes excités par la visite matinale. Rien ne filtra du salon où se trouvaient la grand-mère et le petit-fils, Andromeda étant davantage du genre à utiliser un langage lapidaire qu'à crier sa frustration. Teddy finit par sortir de la pièce, les dents serrées, en claquant la porte derrière lui, et il s'élança dans le jardin d'où il transplana. Même bouleversé, il n'oubliait pas la règle absolue en cours au terrier, ne jamais transplaner dans la maison. Les enfants avaient terminé de déjeuner et étaient partis jouer dans le jardin quand Andromeda revint dans la cuisine, un long moment plus tard, le visage impénétrable. Elle reprit sa place à table où l'attendaient ses toasts refroidis. Elle les fixa, comme si elle se demandait si elle aurait le courage de terminer son repas. Molly les lui retira et posa devant elle une tasse de thé chaud avant de s'asseoir à son côté. 3 de mes enfants ont décidé de ne même pas passer leurs aspics, lui rappelait-elle doucement. Cela ne les a pas empêchés de très bien réussir.
Il aurait pu faire tellement mieux, se désola la grand-mère. C'est si terrible s'enquit Harry. Un O en sciences des moldus, des A en enchantement et métamorphose. Le reste varie entre piètre et désolant. Seulement un A en métamorphose s'étonna Harry, sachant que les métamorphomages avaient des facilités innées dans cette matière. Il paraît que l'écrit était sur un sujet pratiquement pas vu dans l'année, grinça Andromeda. Il ne devait pas écouter ce jour-là. Il aura des occasions de se rattraper, tenta de l'encourager Molly. Il n'a pas dit son dernier mot, j'en suis persuadé. J'ai écrit à mon père il y a 2 semaines, intervint Fleur. Il m'a répondu qu'il acceptait de le prendre comme apprenti. Harry se rappela alors que Victor Delacour était un très bon enchanteur de meubles. Fleur, c'est adorable de votre part, remercia Andromeda d'une voix émue. Mais je crains qu'il ne saisisse pas cette chance. Il m'a encore dit tout à l'heure qu'il veut travailler dans les technologies nouvelles. Il peine à admettre que ses résultats ne sont pas à la hauteur de ses ambitions. Technologie nouvelle ou non, il doit prouver qu'il possède les bases. Avec le certificat de mon père, il sera pris au sérieux. Je sais que ses travaux sont connus même ici, reconnut Andromeda. Mais Teddy est têtu comme un groupe. Oh, mais tout dépend de la manière dont on va le lui présenter, affirma Fleur avec un sourire expiègle. Je vais lui proposer de passer le mois d'août chez mes parents avec Victoire. Croyez-vous qu'il refusera? Andromeda eut une expression un peu crispée. Il sera ravi de mettre de la distance entre lui et moi, je suppose. Une fois là-bas, vous pouvez compter sur mon père pour le convaincre de travailler. Victoire sera aussi de bons conseils. Elle a la tête sur les épaules, comme sa mère. Fleur ponctua sa dernière déclaration d'un mouvement qui rejeta ses boucles blondes dans son dos. Harry ne fut pas le seul à sourire devant sa tentative de se ridiculiser et de minimiser la finesse dont elle était en train de faire preuve. Bill lui mit la main sur l'épaule sans chercher à masquer la fierté de son sourire. Bon, et où sont Victoire et Teddy, qu'on leur soumette notre merveilleuse idée de vacances demanda Ron. Teddy, je ne sais pas, et Victoire doit être avec lui, le renseigna Fleur. Je l'ai vu se glisser dehors dès qu'elle a pensé qu'on ne la regardait pas. Il a dû repasser la chercher. Les deux jeunes gens ne reparurent pas avant le soir. Vers midi, Victoire avait rapidement joint sa grand-mère avec le miroir de Teddy pour lui dire de ne pas les attendre pour leur repas et qu'ils ne reviendraient qu'au dîner. Molly leur avait souhaité une bonne journée et avait prévenu Andromeda. On parla à Teddy de l'invitation des Delacour dès le lendemain au petit déjeuner. La proposition fut acceptée avec empressement. Le soir, les bagages étaient faits et le porte-à-loin international réservé pour le jour suivant, tôt le matin. Peu avant l'heure du coucher, Andromeda vint voir Harry et lui demanda: Cela t'ennuierait d'accompagner Teddy demain pour son départ? Non, bien entendu, mais pourquoi pas vous? Je pense qu'il préférera son parrain à sa vieille grand-mère. Andromeda, fit Harry d'un ton désolé. Elle leva la main, comme pour le dissuader de la plaindre. Nous ne sommes pas fâchés, assura-t-elle. Il a simplement besoin de prouver son indépendance et de prendre du recul avec ce qui le ramène à son enfance. Ne t'en fais pas, Harry. Je sais ce que c'est de se couper à jamais de sa famille, et il n'en est pas question ici. Je sais aussi qu'il ne sert à rien de tenter de contrecarrer une vocation. Et Harry comprit qu'elle songeait à Nymphadora, ou une non-vocation dans notre cas. Il n'en a fait qu'à sa tête pour ses études, mais cela ne change rien à nos relations. J'ai toujours su qu'à la sortie de Poudlard, il aurait besoin de trouver son propre chemin et qu'il devrait prendre du champ par rapport à moi. J'ai déjà de la chance qu'il aille chez des personnes que je connais et en qui j'ai confiance. Fleur est une femme remarquable et généreuse. D'accord, j'irai avec Teddy demain, accepta simplement Harry, sachant qu'Andromeda n'aimait pas les paroles de consolation. Quand arriva le temps des au revoir, Harry constata avec soulagement que si Teddy ne montrait aucun signe de contrition concernant son année scolaire, il ne manifesta aucune réticence à serrer affectueusement sa grand-mère contre lui et l'embrasser. Fleur accompagnait Victoire. Au centre de Port-au-Loin, les deux adultes vérifièrent que les malles étaient correctement miniaturisés avant de laisser les jeunes gens avancer sur l'aire de départ et saisir chacun leur tour une bouteille tendue par l'employé, puis disparaître. Au moins, il va apprendre à parler français, conclut Fleur d'un ton laissant entendre que c'était une compétence essentielle. Quelques jours plus tard, Harry et Ginny emmenaient James sur le chemin de traverse. Il était en effet traditionnel que chaque jeune de la famille entrant à Poudlard fasse ses premières courses de rentrée seul avec ses parents. Les années suivantes,
ils rejoindraient la troupe des cousins qui les faisaient en famille, avec quelques adultes volontaires pour encadrer la joyeuse sortie. Les Potter passèrent par la cheminée du chaudron baveur et en profitèrent pour saluer Anna, qui était en train de montrer un plan à une famille manifestement moldue. Elle prit cependant le temps de venir les embrasser. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vus, s'exclama-t-elle après les avoir salués tous les trois. Au fait, vous allez avoir une surprise à la rentrée. Que veux-tu dire l'interrogea Harry. Tu verras bien. Vous savez que c'est la spécialité de Poudlard d'annoncer les changements et les projets de l'année lors du banquet inaugural. James vous l'écrira. Elle leur décocha un grand sourire et repartit vers ses clients. Cela semble être une bonne nouvelle, supputa Ginny sans doute au bénéfice de James, qui ne paraissait pas très rassuré. Ginny était déjà passé à la banque chercher de l'argent, Harry s'abstenait de s'y présenter quand il pouvait l'éviter, et ils commencèrent par acquérir une malle pour y placer leurs futurs achats. La baguette, maintenant les pria James. Ce n'était pas la boutique la plus proche, mais Harry comprenait l'impatience de son fils. Entendu, accepta-t-il. Allons voir de quel bois tu es fait. La cérémonie fut bien plus rapide qu'elle ne l'avait été pour Harry. Celui qui avait remplacé Ollivander, après avoir été formé par le vieil homme, Sylvestre Liden, prit quelques mesures. Ensuite, seuls 2 essais furent nécessaires pour que James contemple, émerveillé, des étoiles jaillir d'une baguette en orme, 25 centimètres, contenant une griffe de pitiponque. Ses deux parents sourirent à ce spectacle. Aucun d'eux n'avait oublié ce moment, celui qui avait validé leur entrée dans la communauté sorcière. Bois résistant, convenant aux personnes sociables et ayant un solide sens de l'humour, commenta Liden. Allez, viens, mon grand, fit Ginny, après qu'ils eurent réglé l'achat. Il est temps de te trouver des robes d'uniforme. Ils laissèrent James au bon soin de Madame Guipure, la belle-fille de celle qui s'était occupée de Harry lors de sa première rentrée, et ressortirent de la boutique pour ne pas déranger les couturières. Ils s'installèrent à la terrasse de Florian Fortarome qui se trouvait juste en face. Ils étaient en train de discuter avec des connaissances qui s'étaient arrêtées pour parler avec eux quand James vint les rejoindre, leur annonçant qu'il pourrait récupérer ses nouvelles robes dans 2 heures. Ils firent signe au serveur pour qu'il prenne la commande de James. Bien, nous y voilà. Dans un mois, tu seras à Poudlard, constata Harry une fois qu'il fut servi. Oui, ça va être super, répondit son fils d'un ton qui n'avait pas son entrain habituel. Tu vas nous manquer, dit doucement Ginny. Mais nous savons que tu vas bien t'amuser et que tu ne seras pas seul. Victoire, Dominique et Freddy seront là pour t'épauler et t'aider si tu en as besoin. J'ai pas peur, affirma James. C'est bien d'être courageux, mais la peur n'est pas forcément négative. Elle peut être la preuve qu'on a anticipé une situation, remarqua Harry. Et ne te sens pas obligé d'aller chez les Griffons d'or, continua Ginny. Victoire est à Serre d'Aigle et Dominique à Poufsouffle. Et Freddy à Gryffondor, compléta James. Mais personne n'est à Serpentard, souligna-t-il cependant. Il se trouve que non, reconnut Harry. Mais j'ai des collègues venant de Serpentard avec qui je m'entends très bien. Si tu allais dans cette maison, ce ne serait pas un drame. Oncle Ron dit que ce sont tous des trouillards et des brutes. Ron n'était pas spécialement psychologue, ni nuancé quand il était à Poudlard, jugea Ginny. Et il s'est beaucoup amélioré depuis, mais il a gardé quelques préjugés. C'était une époque particulière. Il y avait la guerre et une rivalité exacerbée entre Malfoy et moi, expliqua Harry. La situation n'a plus rien à voir. Écoute plutôt ta tante Hermione. Elle te ferait remarquer que le Serpentard que nous détestions à l'époque est aujourd'hui le bienfaiteur des loups-garous. Je préférerais quand même être à Gryffondor, insista James. C'est ton droit, mais ce n'est pas une raison pour détester les Serpentards. On est d'accord? Oui, papa. Fais confiance au Choixpeau. Il te mettra là où tu dois être. Ils repartirent ensuite pour continuer leurs achats. Nécessaire à potions, livres de classe, plumes et cahiers, vêtements pour les week-ends. Avant de retourner chercher les robes d'uniforme de James, ils s'arrêtèrent à l'animalerie. Les rats, c'est mignon et affectueux, remarqua Harry, que le petit compagnon de Teddy, mort de vieillesse 2 ans auparavant, avait réconcilié avec la jante trotte-menu. Ou un boursouf, suggéra Ginny. Ça mange de tout, c'est facile à entretenir. Tout ça, c'est pour les bébés, décréta James. Je préfère un hibou, c'est plus utile. Si tu veux, mais tu le prêteras à tes frères et sœurs quand ils te rejoindront, le prévint Ginny. Nous n'allons pas en acheter 3. Ils prendront ceux de l'école, protesta James. On verra, tempéra Harry,
songeant qu'ils auraient le temps de gérer la situation d'ici là. James choisit une chouette effraie. Elle n'était pas d'un blanc immaculé comme l'avait été Edwige. Son corps était recouvert de plumes grises qui contrastaient joliment avec sa face opaline. Le jeune collégien la prit fièrement sur son épaule. Après être repassés chez Madame Guipure, ils se dirigèrent vers la boutique des sorciers facétieux. Comme tous les étés, ils avaient installé un établi dans la rue et faisaient la promotion de leurs produits auprès des futurs collégiens. Oh, mais regarde qui arrive, Ron s'exclama Georges en les apercevant. Bel enfant, vous habitez Houhou demanda-t-il à la chouette toujours juchée sur l'épaule de son nouveau maître. Elle s'appelle Angel, l'informa James. Elle est magnifique, le félicita Ron. Je parie que tu as envie de savoir comment apporter la joie et la bonne humeur dans ta future école, affirma Georges. Je les connais, vos produits, fit James en riant. On en a dont on préfère ne pas parler devant ta grand-mère, révéla son oncle Ron. Ron fit Ginny d'une voix menaçante. Ni devant ta mère, compléta Georges. Dites donc, vous deux, vous voulez voir ce que donne mon chauffe-furie dans votre magasin? Mais non, Ginny, on plaisante, affirma Georges. James, voici notre catalogue avec des coupons pour nous envoyer des commandes. Livraison garantie en toute discrétion. Et notre cadeau, un tatouage protéiforme qui dure une semaine et qui change de place toutes les 3 heures. Si tu ne le trouves pas facilement, c'est qu'il est dans un coin où tu n'as pas l'habitude de regarder. Tu peux aussi le gratouiller si tu veux le déplacer sans délai. Vous êtes de pire en pire, s'exclama Ginny, mais ses yeux pétillaient. James prit ce que lui tendait son oncle avec empressement, tout en faisant attention de ne pas déséquilibrer sa nouvelle amie. À ce soir, leur fit Ron, avant d'aller à la rencontre de la famille Moldu qu'ils avaient croisée auparavant. Teddy et Victoire revinrent en Angleterre 2 jours avant la rentrée des classes. Il était convenu que le jeune métamorphomage repartirait chez les Delacour pour suivre son stage jusqu'à fin octobre, une fois sa camarade en route pour Poudlard. Teddy semblait avoir complètement oublié son aversion pour l'enchantement des tables et des chaises. Il loua les sortilèges du beau-père de Bill, à la fois puissant et tout en finesse. Harry le trouva changé, plus affirmé, se posant à l'égal des adultes. Il avait incontestablement mûri. James était ravi que son parrain soit de retour pour son départ pour Poudlard. Il lui montra sa baguette, sa chouette, sa malle, ses affaires de classe. Teddy les admira avec l'enthousiasme requis, puis confia à voix basse des secrets au petit garçon. Comment éviter de se faire prendre dans les couloirs après le couvre-feu, ou la meilleure manière de soutirer des sucreries aux elfes de la cuisine, imagina Harry, qui se réjouissait de la complicité entre Teddy et James. Dès le lendemain, toutes les familles rentrèrent chez elles pour terminer de remplir les malles avec les affaires qui n'avaient pas été amenées au terrier. James passa donc une dernière nuit dans son lit avant de quitter son foyer. Ils s'arrangèrent pour se rendre à la gare avec 1 heure d'avance et constatèrent que la famille de Bill ainsi que celle de George les suivait de près. Visiblement, les arrivées au dernier moment que Harry avait connues quand il s'y rendait sous la responsabilité de Molly et Arthur avaient suffisamment traumatisé leurs enfants pour qu'ils évitent de l'imposer à leur progéniture. Teddy ne tarda pas non plus. Louis, Albus, Lily et Roxane étaient venus accompagner leurs frères et sœurs. Ils dirent au revoir aux voyageurs puis laissèrent le champ libre aux adultes. Teddy ébouriffa affectueusement la tête de James et lui chuchota à l'oreille. Le jeune garçon, qui était un peu pâle ce matin-là, lui sourit et se redressa comme revigoré. Ensuite, Ginny serra son fils contre elle et lui promit de lui écrire souvent. Plusieurs fois par semaine souffla le collégien après avoir vérifié que seuls ses parents pouvaient l'entendre. Oui, mon chéri, le plus souvent possible. N'hésite pas à nous faire part de tes questions ou de tes ennuis, ajouta Harry en l'étreignant à son tour. Et on veut bien que tu nous racontes ce qui t'a amusé. Tente de ne pas trop te faire prendre après le couvre-feu. T'en fais pas pour ça, répondit James d'un ton si confiant que cela fit rire son père et sourire sa mère. Écris-nous ce soir, pour nous dire dans quelle maison tu es, et n'oublie pas que les 4 nous conviennent très bien. Je compte sur toi, Miss, ajouta Ginny à l'intention d'Angel, dont James tenait la cage à la main. Harry regarda autour de lui pour voir où en étaient les adieux. Angelina donnait ses dernières recommandations à son fils, et Teddy chuchotait à l'oreille de Victoire une blague qui la fit éclater de rire. Plus loin, les familles débouchaient du mur de séparation d'un pas pressé. L'heure du départ approchait. Il ne va plus y avoir de compartiment libre, fit-il remarquer. Il est temps d'installer les enfants.
La petite troupe avança de quelques wagons avant de repérer par la fenêtre des banquettes qui semblaient les attendre. Chaque élève monta avec un adulte qui faisait léviter sa malle. Ils en profitèrent pour donner un coup de baguette aux parents moldus qui peinaient à faire passer les bagages par l'étroite portière. Enfin, il ne resta plus qu'à saluer par la fenêtre Dominique, Freddy et James, qui s'étaient installés côte à côte. Victoire les avait déjà quittés pour se rendre dans le compartiment des préfets. Et finalement, ils virent les retardataires arriver en courant, les enfants sauter dans le dernier wagon, suivis avec plus ou moins de bonheur par leur mâle, puis le chef de quai siffla puissamment, la vapeur s'éleva, et le train partit. Harry comprit alors pleinement quel crève-cœur chaque rentrée avait été pour Andromeda. Ginny se rapprocha de lui et ils s'enlacèrent. Courage, vous avez encore 2 enfants à la maison, dit doucement Fleur. C'est vrai, se reprit courageusement Ginny. Où sont-ils passés d'ailleurs? Ils récupérèrent la jeune classe qui s'était éparpillée sur le quai pour jouer. Harry et sa famille prirent un bus en sortant de la gare pour rentrer chez eux. Ils reçurent pour le dîner Andromeda et son petit-fils qui repartaient le lendemain. Harry constata avec plaisir que tout allait bien entre eux. Teddy dit quelques mots de français à l'intention d'Albus et Lily. Je ne sais pas dire grand-chose encore, reconnut-il. J'ai les bases de la politesse, je peux demander à manger et répondre j'arrive quand on vient me réveiller. Mais maintenant que Victoire n'est plus là pour traduire, il va falloir que je me débrouille tout seul avec le reste. Cela ne te gêne pas dans ton apprentissage? S'enquit Ginny. Non. Monsieur Delacour n'est pas du genre à faire une dissertation. Il me montre ce qu'il fait, guide mes gestes et répète les formules jusqu'à ce que j'y arrive tout seul. Ensuite, je m'entraîne dans mon coin, car il n'y a qu'en recommençant qu'on peut s'améliorer. Il se tut quelques secondes avant d'avouer. J'ai mis 1 semaine pour réaliser correctement le premier sort qu'il m'a montré. Ensuite, je suis allé plus vite parce que j'avais acquis le coup de main, mais chaque apprentissage demande beaucoup de travail. Cette manière d'étudier me convient bien mieux que Poudlard. Je n'arrive pas à disserter sur la magie. J'ai besoin de la sentir couler en moi. C'est bien que tu aies trouvé le professeur qu'il te fallait, se réjouit Harry. Ce sera moins marrant sans Vic, mais je pense que cela va me plaire quand même. Victoire aussi apprenait à enchanter les meubles, s'intéressa Harry. Son grand-père lui montre des sortilèges simples, comme les cirer ou trier des ferrures. Enfin, quand je dis simple, c'est façon de parler. Au niveau de magie de Monsieur Delacour, tout est plus complexe que ça en a l'air. Tu as eu des jours de repos? S'inquiéta Harry. Bien entendu, on ne travaille pas le dimanche dans l'atelier. Le samedi, on nettoie et on range tout. Mais on peut partir dès qu'on a terminé sa part de corvée. On arrive le plus souvent à avoir son après-midi. On allait généralement se baigner dans la rivière d'à côté avec Vic. Andromeda et Teddy ne s'attardèrent pas après le dîner. Le jeune homme avait réservé un porte au loin tôt dans la matinée du lendemain, et c'était la rentrée des enfants. Ginny et Harry aussi devaient reprendre le collier, ainsi qu'Andromeda. Même si Teddy avait été absent tout le mois d'août, Andromeda était restée la plupart du temps au terrier pour se reposer. Elle se fatiguait plus vite qu'auparavant et n'était allée au musée que lorsque sa présence avait été indispensable. Alors qu'il montait à l'étage, Harry vit Ginny regarder sa montre une fois de plus. Il n'en avait pas parlé, mais il savait que sa femme, tout comme lui, avait tenté de deviner ce que faisait James durant toute la journée. Il avait eu l'heure de la sorcière aux bonbons, puis celle où on devait enfiler sa robe d'uniforme, les barques, la découverte du château à partir du lac, l'accueil dans le grand hall, la répartition, le banquet. À cette heure-là, les élèves avaient dû être menés à leur maison. Harry espérait que James prendrait le temps de leur écrire. Avant de se coucher, ils passèrent embrasser les enfants qu'ils avaient envoyés au lit un peu plus tôt. Ils câlinèrent Lily, puis Albus, et Ginny se permit un petit soupir en passant devant la chambre de James. Je m'inquiète plus pour Brocklehurst que pour James, tenta Harry pour la faire sourire. Combien de temps avant de recevoir un hibou de Poudlard nous indiquant qu'il a fait une bêtise demanda Ginny jouant le jeu. Avec l'histoire de la voiture volante, Ron et moi avons établi un record difficile à battre, rappela Harry en toute équité. Je crois que même Fred et George n'ont pas réussi à faire une bêtise de premier plan avant que ne débute l'année scolaire. C'est à la quantité de lettres envoyées qu'ils seront difficiles à égaler, fit remarquer Ginny. Enfin, j'espère. En entendant le ululement d'Angel, Harry et Ginny se précipitèrent hors de leur chambre. Harry atteignit le premier l'escalier, puis Ginny le dépassa dans la descente. Ils franchirent en même temps le seuil de la cuisine, mais l'ancienne joueuse de Quidditch surprit son mari dans une détente qui la propulsa sur la lettre que Trotty venait de poser sur la table.
Harry ne put que sautiller sur place pendant que son épouse ouvrait l'enveloppe. Gryffondor s'écria-t-elle après quelques secondes. C'est ce qu'il voulait, remarqua Harry. Ouais, c'est la faute de Ron. Il lui a bourré le mou avec le courage et la noblesse des lions, feignit de bougonner Ginny. Mais elle ne semblait pas si mécontente de savoir son fils dans son ancienne maison. Finalement, c'est cette pauvre McGonagall qui va le récupérer, compatit Harry. Oh le petit cachotier s'écria Ginny qui avait continué à parcourir le courrier. Quoi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Non, ce n'est pas James, c'est Neville. Il paraît qu'il est le nouveau professeur de botanique. Je suppose que la professeure Chourave a pris sa retraite. Ah bon? Oh, mais c'est ça que voulait nous dire Anna quand on l'a vue le mois dernier. Tu te rappelles? Elle avait parlé d'une surprise qui ne serait révélée que le jour de la rentrée. On se demande pourquoi les parents ne sont pas avertis à l'avance des changements de professeurs, tournois et autres événements importants, s'agaça Ginny. T'es vexé que Neville ne nous en ait pas parlé, devina Harry. Exactement. La nouvelle responsable de la maison Poufsouffle est Margaret Bell, continua-t-elle en arrivant à la fin de la lettre. Qui est-ce? Tu ne te rappelles pas? C'est la prof d'études des Moldus. Ah oui, c'est vrai. Bien. Je me charge de répondre à James. Tu veux bien aller réveiller les enfants? Ils vont être en retard pour le premier jour d'école. Harry gratouilla la tête de la chouette de son aîné que Trottier était en train de nourrir avant de remonter à l'étage réveiller les deux cadets. Note de fin de chapitre. Mangouste Bonhomme, 1560-1659, célèbre sorcier guérisseur, fonda l'hôpital Sainte-Mangouste pour les maladies et blessures magiques. Carte des sorciers célèbres. Artemisia Lufkin, 1754-1825. Première sorcière à devenir ministre de la magie. Carte des sorciers célèbres. Albéric Grognon, 1803-1882. Inventeur de la bombe à bouse. Carte des sorciers célèbres. Gwendoline la Fantasque, Moyen-Âge, dates inconnues. Aimait tant monter sur le bûcher qu'elle parvint à se faire capturer 47 fois sous divers déguisements. Carte des sorciers célèbres. Circé, dans la mythologie grecque, était une sorcière vivant sur l'île d'Aea, près de l'Italie. Elle était capable de transformer les gens en animaux. Carte citée dans les livres. Hengist de Woodcroft, un roi saxon de Bretagne, peu de temps avant l'époque du roi Arthur. Carte citée dans les livres.